Merci Loulou. Bonjour à tous. Quand on me demande le secret de longévité de mon couple avec Loulou, je réponds souvent le Père-Lachaise. Je sais pas si vous connaissez, c'est une petite nécropole, 44 hectares, 70 000 tombes, 500 000 défunts. Oui, parce que chaque sépulture contient bien sûr plusieurs macabées, c'est des vrais immeubles ces machins-là. Mais alors c'est quoi le rapport entre un couple heureux et le Père-Lachaise, me direz-vous? Car ici, il existe des dizaines de sépultures très sulfureuses. Certains d'entre vous s'étonneront peut-être. Après tout, cette nécropole n'a-t-elle pas été baptisée le Père-Lachaise en hommage au très pieux confesseur de Louis XIV, le père François d'Aix de Lachaise? Oui, Lachaise était prêtre, ok, mais attention, il était jésuite, et ça, niveau cul, ça fait toute la différence. Figurez-vous qu'il s'agit de l'ordre chrétien le plus libertaire concernant l'accouplement entre époux. Oui, entre époux seulement, faut pas déconner non plus quand même. Toujours est-il qu'au XVe siècle, les jésuites commencent à avancer l'idée que l'acte de chair ne doit pas être considéré uniquement comme un moyen de procréation. Et ça, c'est révolutionnaire. En plus, avec les Salésiens, ils sont vraiment les seuls à s'être mouillés sur la question. Je vous propose donc un petit tour d'horizon des sépultures les plus hautes du Père-Lachaise. Au programme, des créatures surnaturelles, des prostituées, des musiciens sulfureux et des présidents de la République lubrique. Le tout avec un chapitrage pour vous permettre de naviguer selon vos envies. Bon, c'est un grand classique, mais on ne peut pas faire une balade coquine dans cette nécropole sans aller sur la tombe de Félix Faure, le seul président français à être mort dans le palais de l'Élysée. Félix Faure a officié pendant la Troisième République. Le pauvre a eu un mandat bien mouvementé, marqué par la fameuse affaire Dreyfus et la désormais également célèbre tragédie de l'incendie du bazar de la Charité. Merci Audrey Fleurot. Pour ceux à qui cette triste histoire n'est pas familière, il existe une fiction, mais également un excellent documentaire coproduit par Histoire TV. Oh, d'ailleurs, si vous avez envie de découvrir la chaîne Histoire TV, ils viennent tout juste d'ouvrir leur chaîne YouTube. Dessus, ils mettent plein de replays d'émissions super chouettes, et vous pouvez aussi y retrouver toutes mes chroniques dans l'émission Historiquement Chaud. Mais pour les plus pressés, je peux vous résumer l'histoire de l'incendie du bazar de la Charité par une simple liste macabre. Un bâtiment en bois de 80 mètres de long sur 20 mètres de large, à l'intérieur des centaines de personnes entassées les unes sur les autres, du feu et à la sortie 120 morts au moins. Mais revenons au décès de ce bon vieux Félix Faure. Une légende sulfureuse plane sur la cause de sa mort. Dans les faits, Faure est mort d'une simple crise cardiaque. Mais la version des mauvaises langues est beaucoup plus croustillante. Sa maîtresse, Marguerite Stenheil, l'aurait retrouvé pour une pose coquine qui aurait mal tourné. Et les détails s'amoncellent sous la plume des faiseurs d'histoire. La jeune femme, à moitié dévêtue, serait sortie en courant et en hurlant pour ameuter tout l'Élysée. Quant au président, il aurait attrapé si fermement les cheveux de sa maîtresse pendant une fellation qu'il aurait fallu aider la pauvre femme à se dégager de l'étreinte mortelle de son amant. Les détracteurs de Félix Faure s'en donnent alors à cœur joie, et sur les journaux du lendemain, on peut lire cette célèbre phrase « Il voulut vivre en César, il mourut pompé ». Très classe. C'est vrai, c'est pas comme s'il y avait une veuve et une orpheline qui allaient lire les journaux le lendemain. Ah bah si. Bon. Mais comme souvent, la vérité est probablement moins salée que la fiction journalistique. On possède plusieurs témoignages de fonctionnaires de l'État qui rapportent un état de fatigue généralisé assez préoccupant chez M. Faure plusieurs semaines avant sa mort. Le 14 février, il range même frénétiquement toutes ses affaires dans son bureau, comme s'il allait céder la place à un futur occupant. 2 jours plus tard, alors qu'il assure des charges présidentielles colossales, un rendez-vous supplémentaire avec le prince de Monaco s'ajoute à son planning surchargé. Félix Faure fait alors un malaise et est obligé d'écourter l'entretien. Il va alors s'allonger et fait venir Marguerite Stenheil auprès de lui. Évidemment, il est très improbable d'imaginer une partie de jambes en l'air à ce moment-là, vu la santé de l'homme d'État. Non, vraiment, il voulait juste pas crever tout seul. Et sa femme était pas dispo. Mais c'est trop tard. La présence de la maîtresse a suffi à allumer la mèche du scandale. Pourtant, la femme de Félix Faure et sa fille prennent très rapidement la place de Marguerite Stenheil au chevet du patient. Et Félix Faure termine sa vie en étant veillé par les 2 femmes officielles de sa vie. Désolée de vous décevoir avec cette fin peu érotique, mais ne vous inquiétez pas, la suite est bien plus croustillante. Direction l'un des ossuaires les plus réussis de la fin du 19e siècle en France. Voici le monument aux morts créé par le sculpteur Bartholomé. Il sert d'abord à stocker les ossements des défunts lorsque leur concession arrive à expiration, mais aussi à conserver leur mémoire.
Pour un Français du XXIe siècle, cet ossuaire paraît tout à fait élégant. Mais quand il a été inauguré en 1899, il a fait scandale. À l'époque, les corps féminins dénudés ont été jugés beaucoup trop sensuels. Niveau nudité, le sculpteur et sa femme ont d'ailleurs donné de leur personne et ont servi de modèle pour créer le couple principal qui s'avance vers la mort. Les deux amoureux sont également représentés sous la forme de gisants au pied du monument afin de rappeler qu'ils ont été tous les deux inhumés dans l'ossuaire immédiatement après leur décès. Ce sont donc les deux seules personnes à avoir été déposées sous la forme de corps frais dans ce bâtiment normalement réservé aux os secs. Et si on allait sur la tombe d'un vivant de nom? Je trouverais une meilleure vanne au montage. J'ai pas trouvé de meilleure vanne au montage. Si je vous dis de nom, vous pensez probablement au musée du Louvre. Vivant de nom est en effet un grand précurseur de la muséologie moderne. Napoléon l'a nommé directeur général du Louvre, qui s'appelait à l'époque le Musée central de la République. Mais que Napoléon a très vite rebaptisé en Musée Napoléon, parce que le gars avait le melon. À la Restauration, le Louvre redevient le Musée royal du Louvre, et après la Révolution, il acquiert enfin son nom actuel. Ouf! Mais bref, c'est pour ça qu'il existe une aile du musée du Louvre qui s'appelle l'aile Denon, parce que Denon a géré la muséographie de l'endroit. Mais il y a plein de choses que vous ne savez probablement pas sur Vivant Denon. Par exemple, il a écrit un livre qui s'appelle Point de lendemain, qui est tout simplement un chef-d'œuvre de la littérature érotique et romantique. C'est pour cette raison que le sculpteur Pierre Cartellier a choisi de faire surmonter la tombe de Denon par une statue de lui en robe de chambre. C'est un écho à ses mœurs légères. C'est chaud, mais il y a encore plus chaud par ici. Une prostituée accusée de vampirisme, est-ce que ça vous tente? Ah bah vous êtes sur bonne laisse, hein. Si vous me répondez non, c'est que vous vous êtes perdu. Bienvenue sur la tombe d'Elisabeth Demidov. Elisabeth est une aristocrate russe réputée pour être l'une des plus célèbres demi-mondaines du début du 19e siècle. Mais qu'est-ce qu'une demi-mondaine, me direz-vous? Eh bien, au 19e siècle, les prostituées sont catégorisées en fonction de l'endroit où elles racolent et de la manière dont elles travaillent. Les catégories qui correspondent au lieu de racolage sont nombreuses. Pour en citer quelques-unes, nous avons les Lorettes, qui travaillent dans le quartier de Notre-Dame-de-Lorette, et les étudiantes qui tapinent rue des Écoles. Et au milieu de tout ça, vous avez la demi-mondaine. C'est une prostituée un peu privilégiée, puisqu'au lieu d'enchaîner les passes dans les hôtels comme ses petites copines, elle se fait entretenir par un ou quelques hommes riches. Un des exemples les plus connus de personnages de demi-mondaine dans la littérature, c'est Nana de Zola. Mais attention, elle est relativement peu représentative de la cocotte parisienne de l'époque, parce qu'elle est un peu vulgaire quand même. Normalement, la demi-mondaine se caractérise certes par sa beauté, mais surtout par son éducation. Parce que ce type de prostituée doit être montrable en société. C'est d'ailleurs à ça qu'elle sert, la demi-mondaine, à accompagner les hommes au spectacle ou aux événements mondains lorsque ceux-ci sont délaissés par les épouses officielles. Elisabeth Demidov a donc tenu cette position à partir de 1812, moment où elle s'est séparée de son mari. Et j'ai bien dit séparée, hein, pas veuve, séparée. La grosse rebelle! Elle jouera les cocottes jusqu'au 18 avril 1818, jour de sa mort. Elle était alors âgée de seulement 40 ans. Elle est inhumée dans la division 39 dès le lendemain de sa mort sur un terrain de 12 mètres carrés, c'est-à-dire basiquement la taille de mon appart quand je vivais à Paris. Environ 30 ans plus tard, le tombeau d'Elisabeth Demidov est transféré ici, dans la division 19. Sauf que le terrain est en pente et l'architecte est obligé de construire un immense socle pour remettre le tout bien droit. Dessus, vous pouvez voir des marteaux qui font écho aux armoiries de la famille Demidov. Et il y a aussi des petits animaux dans les médaillons, des iblines et des loups qu'on retrouve également sous forme de gargouilles. Le loup, ça ne vous rappelle rien? Ah oui, il est temps de revenir sur la terrifiante légende urbaine qui plane autour du tombeau d'Elisabeth. Le hasard a fait que la belle est décédée le 8 avril 1818. Pour les férus de vampirisme, cette accumulation de 8 dans la date de sa mort ne peut être que significative. En effet, le 8, lorsqu'il est représenté couché, c'est le signe de l'infini, et donc, par extension, de la vie éternelle des vampires. Pour ajouter encore à la légende, la jeune femme a laissé un testament étonnant. Et pour le coup, ce testament est bien réel.
Elle promet 200 roubles en or pour tout homme qui réussira à rester auprès d'elle dans son mausolée pendant une année entière, jour et nuit. Personne n'a réussi l'exploit et certains y voient bien sûr la preuve de la férocité de la comtesse vampire. Elisabeth aurait en fait élaboré ce testament pour se faire livrer du sang frais à domicile, un genre de Deliveroo façon Twilight quoi. La comtesse est donc devenue un personnage emblématique du vampirisme au point que des messes noires auraient été célébrées sur cette tombe prestigieuse sous le regard des loups de pierre diaboliques. Bon, par contre, le loup de l'iconographie n'a rien à voir avec le vampirisme, en fait. C'est tout simplement parce que la fortune familiale de la comtesse est fondée sur le commerce de la fourrure. Désolée. Allez, on change de siècle pour plonger dans la douce époque de mon adolescence. Rendez-vous sur la tombe d'une DJ star nommée Sextoy. Nous voici près de la dernière demeure de Delphine Palazzi. Cette jeune femme a été une DJ iconique de la scène électro-hardcore des années 90. Elle a mixé pendant les défilés du couturier Jean-Paul Gaultier et même au Festival de Cannes. Comme beaucoup de DJ d'exception de la French Touch, Sextoy était une vraie musicienne, une violoniste d'exception. Cette formation solide a fait toute la différence et a permis à cet artiste assez hétéroclite de percer en s'affranchissant de tous les codes des DJ du moment. Elle est aussi la première nana à s'imposer dans un milieu parisien uniquement masculin. Sa force, elle ose tous les mélanges. Elle n'hésite pas à associer la BO de la boom avec des bruitages de films porno, le tout saupoudré de métal et de hip-hop. Son look a également été un propulseur de carrière non négligeable. Elle mise sur l'hypersexualisation à une époque où c'est encore une vraie provocation. Elle se fait même poser des canines de vampire, se couvre de piercings et de tatouages pendant une décennie où c'est carrément badass. Sextoy portait sur la poitrine un motif emblématique qu'elle montrait fièrement pendant ses performances. Et il a été reproduit sur la plaque de bronze qui recouvre sa discrète sépulture. Vous pouvez y voir un cœur christique flamboyant entouré de la fameuse couronne d'épines. Un tatouage prémonitoire pour celle qui est morte à l'âge de 33 ans d'une crise cardiaque. Évidemment, lorsqu'on parle de mort, de sexe et de rock'n'roll, on ne peut que mentionner la véritable drama queen du Père-Lachaise, Madame Sarah Bernhardt. Mademoiselle d'ailleurs. La dame s'est fait offrir un véritable crâne humain par son amant Victor Hugo et elle avait même l'habitude de s'allonger dans un cercueil au milieu de son salon. Enfin, en tout cas quand ses copains photographes étaient là pour immortaliser l'événement. Une vraie Instagirl avant l'heure, Sarah Bernhardt. De son vivant, cette star internationale adorait se faire remarquer. Et pourtant, regardez comme son tombeau est modeste. Sarah a pourtant parfaitement maîtrisé la création de cette dernière demeure puisqu'elle a tenu à en dessiner elle-même les plans. Elle est venue rejoindre cet élégant monument en 1923 après une cérémonie funéraire célébrée dans l'église Saint-François de Sales et après une procession légendaire qui a mobilisé des milliers de spectateurs qui ont suivi son cercueil jusqu'au Père-Lachaise. Le dernier coquinou de cette nécropole que j'ai choisi pour vous, c'est Victor Noir, mort le 10 janvier 1870. Ce journaliste engagé est devenu le symbole de l'oppression impériale après avoir été tué d'un coup de revolver en pleine poitrine par Pierre-Napoléon Bonaparte, le cousin de Napoléon III. Mais il est surtout célèbre de nos jours pour son gisant créé par Jules Dalou. Ce sculpteur est connu pour son sens de l'érotisation des corps, même quand il s'agit juste de représenter une nana qui ramasse une botte de foin. Et sur le gisant de Victor Noir, il s'est amusé à coller une belle érection post-mortem. Une érection post-mortem, c'est une érection priapique, c'est-à-dire qu'elle survient sans qu'aucune stimulation érotique n'entre en compte, juste à cause d'un choc physiologique au moment du décès. Mais est-ce que c'est vraiment crédible d'avoir collé une érection post-mortem à ce cher Victor Noir? Eh ben, pas vraiment. Les causes principales de l'érection priapique sont les empoisonnements, l'asphyxie et les lésions de la moelle épinière. Or, Victor a pris une balle dans le cœur. Donc a priori, son érection est plutôt un détail fantasmé par l'artiste qui a voulu créer un gisant inoubliable. Et il a été bien inspiré parce que ce détail a rendu la sépulture complètement mythique. Les femmes qui souffrent d'infertilité viennent s'asseoir sur l'entrejambe de Victor Noir. Des artistes se sont également approprié cette histoire qui a été mise en scène, notamment par Christophe Mourtet, qui a photographié la célèbre effeuilleuse Dita Vantise à cheval sur le gisant pendant une séance photo inégalée. Inégalée et inégalable.
Non, vraiment, mesdames, arrêtez d'essayer de faire pareil, c'est gênant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette balade vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures archéologiques et macabres, et d'ici là, restez vivants!